Bienvenue, bienvenue dans la foule. Je m'appelle Laura Chagnon-Becker et voilà 8 ans que je suis passionnée par la coopération, la force du collectif et le développement des hommes et des femmes. Ces dernières années, j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui m'ont marquée, émue, impressionnée, inspirée, car de près ou de loin, elles ont perçu à un moment de leur vie, de leur carrière, la puissance du faire ensemble, la magie de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir ces personnes. Alors, belle écoute! Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Marjorie Valkener. Marjorie est facilitatrice en innovation et créativité à la Direction régionale Bretagne de Pôle emploi. Elle est aussi conceptrice et animatrice de rencontres collaboratives, fondatrice de Composome et auteure des bafouilles inspirantes. Femme passionnée et passionnante, Marjorie nous surprend par sa créativité, ses convictions et son énergie. J'ai invité Marjorie aujourd'hui pour vous partager sa transformation. Sa transformation en tant que femme entrepreneur pour éveiller les consciences au vivant, prendre soin de soi, des autres et de la planète. Marjorie, je la connais depuis plusieurs années. Nous nous sommes rencontrés alors que j'étais au tout début de ma propre transformation. J'avais démissionné de mon ancienne entreprise pour créer Yapluka avec Florent. On s'était offert une formation pour approfondir nos connaissances des méthodes d'intelligence collective auprès du collectif Co-Design It. Et c'est dans ce cadre que j'ai fait la belle rencontre de Marjorie. On a gardé contact au fil des mois et un jour, elle a fait appel à nous pour faciliter des ateliers chez Pôle emploi. On s'est ainsi retrouvés sur plusieurs rencontres collaboratives. J'ai pu assister à l'évolution de sa pratique de facilitatrice et à l'émergence de son entreprise Composome. Aujourd'hui, je voulais vous partager ce témoignage inspirant d'une jeune femme qui se dit ordinaire. Salut Marjorie. Salut Laura. Alors, on va parler de facilitation au service de la planète. Mais avant de se plonger dans ce sujet, est-ce que tu pourrais dire, Marjorie, qui tu es? Et puis, tu sais, j'aime bien faire un petit jeu pour apprendre à se présenter. Est-ce que tu pourrais te présenter au travers d'un paysage? Alors, donc, Marjorie, donc si j'étais un paysage, je serais j'aime bien la montagne, en particulier, l'hiver quand c'est tout blanc, donc un sommet enneigé et ensoleillé tant qu'à faire, pour beaucoup de lumière parce que, bah, la lumière en fait, c'est l'énergie dont on a besoin. J'adore aussi son côté, silencieux qui nous amène du coup, qui nous renvoie à la sérénité et ce que j'aime beaucoup aussi, sur ces paysages totalement vierges, hein, c'est d'avoir la possibilité à un moment donné, de laisser notre trace et quelque part, ben, c'est aussi une manière de prendre part en fait, du coup, au Mmh. paysage et chaque jour, bah, ça se renouvelle donc ça aussi, c'est plutôt sympa et puis, j'ai envie de dire finalement, l'hiver, c'est sympa mais l'été aussi parce que du coup, l'été, c'est la forêt et la forêt, ben, c'est toute la vie, qu'elle développe en toute harmonie, complémentarité et intelligence. Cette Mmh. capacité du monde, végétal à communiquer et adapter, son comportement à son environnement. Donc c'est très ressourçant pour moi. Mmh. Qu'est-ce qui est source, d'optimisme ou, comment tu trouves tes sources d'énergie, autour de toi? Alors c'est rigolo parce que, je suis tombée sur, une petite histoire, je ne sais pas si, vous connaissez, Michel Poulard en fait qui est, conférencier, optimiste professionnel et qui partage sur son blog, régulièrement, des petites histoires comme ça d'optimisme et qui font du bien et du coup, bah, je vous propose de vous la lire. Avec plaisir. Il était une fois un village qui avait parmi ses habitants un vieil homme très sage. Les villageois avaient confiance en cet homme pour leur fournir les réponses à leurs questions et soucis. Un jour, un fermier vint trouver le sage et dit d'un ton alarmé: Vieil homme, aide-moi. Une chose horrible vient d'arriver. Mon bœuf est mort et je n'ai plus d'animal pour m'aider à labourer mon champ. N'est-ce pas la pire chose qui puisse arriver? Le vieil homme sage répondit:
Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. L'homme furieux retourna au village et rapporta à ses voisins que le sage était devenu fou. Bien sûr que c'était la pire chose qui puisse arriver. Ne pouvait-il comprendre ça? Le lendemain, cependant, un cheval jeune et vigoureux fut aperçu près de la ferme de l'homme. Parce qu'il n'avait plus de bœuf sur lequel compter, il eut l'idée d'attraper le cheval pour remplacer son bœuf, et c'est ce qu'il fit. Comme le fermier était heureux, labourer le champ n'avait jamais été aussi facile. Il retourna voir le sage pour s'excuser. Vous aviez raison, vieux sage. Perdre mon bœuf n'était pas la pire chose qui pouvait arriver. C'était une bénédiction, cachée. Je n'aurais jamais capturé mon nouveau cheval si cela ne s'était pas produit. Vous devez admettre cette fois que c'est la meilleure chose qui puisse survenir. Le sage répondit, une fois encore, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ah non, pas encore, se dit le fermier. C'est sûr, le vieux sage était à présent devenu complètement fou. Mais de nouveau, l'homme ne savait pas ce qui allait arriver. Quelques jours plus tard, le fils du fermier montait le cheval et fit une chute. Il se cassa la jambe et fut dans l'incapacité de faire la récolte. Oh non, pensa le fermier. Maintenant nous allons mourir de faim. Et de nouveau, le fermier se rendit chez le sage. Cette fois, il lui dit, comment saviez-vous que capturer mon cheval n'était pas la meilleure des choses qui puisse arriver? Vous aviez encore raison, mon fils est blessé et se trouve dans l'incapacité de m'aider pour la récolte. Cette fois, je suis sûre que c'est la pire des choses qu'il puisse arriver. Et vous devez en convenir cette fois. Mais, tout comme il l'avait fait auparavant, le sage regarda le fermier et, avec compassion, lui répondit. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Enragé que le vieil homme soit si ignorant, le fermier hors de lui retourna au village. Le jour suivant, des soldats arrivèrent pour enrôler tous les hommes valides pour la guerre, qui venait juste d'éclater. Le fils du fermier fut le seul jeune homme dans le village à ne pas partir. Il vivrait alors que les autres mourraient sûrement. La morale de cette histoire nous fournit une leçon puissante. La vérité est que nous ne savons jamais ce qui va se passer. Nous pensons seulement le savoir. Nous portons des jugements, nous pensons analyser et nous comparons avec d'autres situations passées qui ne sont probablement pas le reflet du futur. Nous créons nous-mêmes des scénarios dans notre imagination sur les choses terribles qui pourraient arriver. Et ceux-ci mettent dans un état interne qui correspond à ces scénarios. S'ils sont négatifs, nous le deviendrons. S'ils sont positifs et optimistes, nous le serons aussi. La plupart du temps, après coup, nous nous rendons compte que nous nous sommes fait du souci pour rien et que nous avions tort. Si nous restons calmes, sereins et ouverts à toutes les possibilités, nous pourrons raisonnablement être certains que, éventuellement, tout ira bien. Ne créez pas de soucis qui n'existent pas. Ils n'existent pas puisque c'est dans l'avenir. Et donc, souvenez-vous, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est vous qui décidez et donnez du sens aux événements. Waouh! Bravo Marjorie, merci pour cette très belle histoire. C'est rigolo parce que je te disais en discutant en aparté de ce podcast que j'étais en train de me former aux ateliers philosophiques pour les enfants. Et un atelier philosophique pour les enfants débute par un apport pédagogique et c'est souvent une histoire que l'on raconte, un conte ou un dessin animé sur lequel après on ouvre les échanges et les discussions. C'est quelque chose que tu fais souvent, toi, raconter des histoires dans ton quotidien? J'aime bien, ouais, j'aime bien en raconter, j'aime bien en écrire aussi. C'est ce que j'ai fait notamment, ce qu'on appelle les bafouilles inspirantes. L'idée est venue de simplement jeter sur une feuille de papier à un moment donné et justement sans se juger, juste ce qui arrive à un moment donné sur une situation ou quelque chose qu'on peut lire dans un journal ou voir à la télé ou entendre à la radio, juste ce qui nous vient spontanément à l'esprit en fait. Et peut-être que et d'ailleurs sur le coup la réaction est pas forcément la bonne, mais peu importe. L'idée, c'était juste de jeter comme ça, à chaud, sur le papier, qu'est-ce qui nous traversait l'esprit à ce moment-là. Et donc d'en faire un peu le journal, en fait, comme un journal intime, comme on écrit un journal intime quand on est jeune. Donc c'est le journal d'une fille ordinaire. Et après, l'idée derrière, c'est à partir, par contre, de ces mots jetés sur le papier, c'est de prendre un peu de recul et finalement de se dire qu'est-ce qui a amené à cette réaction, comment je peux l'analyser, à quoi ça me fait référence. Et du coup, derrière, on lit ça avec
Donc, c'est de relier avec différents apports qui sont plus là, j'ai envie de dire pédagogiques, qu'on peut retrouver sur Internet, qui est d'une richesse exceptionnelle. Mmh. Donc, et puis d'ouvrir surtout à des comportements et puis comme ça, s'améliorer au fil du temps. Ça peut aider à gérer ses émotions aussi. Mmh. Où est-ce qu'on peut les trouver, ces histoires? Alors du coup, c'est sur Composome, Mmh. composome.fr. Et puis il y a une rubrique Bafouille inspirante avec les différents épisodes d'une jeune fille ordinaire. Et bah, je profite que tu aies prononcé, le mot, donc Composome, qui est ta jeune entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu, Marjorie? Composome, oui, jeune entreprise effectivement. Bah, ça fait 1 an qu'on s'est, alors je dis «on», mais je vais vous présenter, nous sommes 3. Enfin au départ, je suis partie toute seule et donc ça fait, un peu plus d'1 an, 1 an et quelques mois maintenant, dans cette folle aventure, mais qui sera belle, ça j'en suis certaine, et qui l'est déjà d'ailleurs. Et Composome, c'était un peu mettre un savoir-faire en fait sur la facilitation, en liant aussi la complémentarité des forces. Et donc là, j'ai trouvé deux copines hein, à la base, toutes deux très talentueuses, chacune de son côté, et une qui est plus sur le graphisme, l'autre qui a un talent en dessin magnifique, hein, et donc qui fait des illustrations, et donc notamment du coup elle fait les illustrations des articles hein, d'une jeune fille, du journal d'une jeune fille ordinaire. Et donc on est parti comme ça à trois, en se disant avec la facilitation, finalement, ça serait quoi sa finalité? Qu'est-ce qu'on a envie d'en faire? Au-delà de faire des rencontres collaboratives et de répondre à un besoin, c'est vraiment qu'est-ce que nous, on aimerait en fait changer dans ce monde. Et donc, du coup, je te fais le pont avec la Qu'est-ce que facilitation au service de ouais. la Et planète. qu'est-ce que vous aimeriez changer, toutes les 3 au travers de Composome? Ah bah tout ça est venu forcément, hein, ça a été lié, j'ai eu une grosse prise de conscience en fait avec le confinement. Déjà très sensible à notamment surtout à tout ce qui est touché, l'inclusion, à la différence sociale. Et là, ça m'a ouvert encore plus sur, avec le confinement, enfin le confinement, c'est pas le confinement en tant que tel en fait, hein, c'est, surtout la crise sanitaire et la pandémie qui, m'ont fait prendre conscience que, finalement, on ne vit que par une chose, c'est, grâce à la planète, et que, il serait temps d'agir et d'en prendre soin parce que si on continue comme ça, on va pas aller très loin. On n'aura plus trop de refuge quand même. Mmh. Donc, quelques chiffres que j'ai découverts aussi, notamment en lisant le livre de Mathieu Dardaillon, qui est finalement, qu'est-ce que vous allez faire vous avez 50 000 heures dans votre vie, en gros, de travail, qu'est-ce que vous allez en faire? Et voilà, tout ça, ça a cheminé, et donc Composome, du coup, la facilitation, on a envie effectivement d'y mettre un impact. Et en fait, en passant par là, en y réfléchissant, à un moment donné, dans l'ensemble de ces études et analyses, on s'est dit, mais clairement, il faut d'abord toucher l'individu. Une fois qu'on arrive à toucher l'individu et lui faire prendre conscience et que lui-même s'apprécie et prenne soin de lui, ensuite il sera en capacité de s'ouvrir et de prendre soin des autres. Et comme ça, petit à petit, à force, Mmh. on sera aussi en capacité de prendre soin plus largement de tout notre écosystème. Et donc, on nourrit notre rêve de se dire, bah oui, ça peut peut-être faire quelque chose, et du coup, avoir une petite empreinte sur la planète. Mmh. Et est-ce que tu as déjà des premières pistes d'ateliers, de solutions pour aider une personne à prendre soin de soi, prendre soin de sa connexion aux autres et puis, à la suite prendre soin de sa planète? Oui, donc en fait, du coup, on a un peu 3 axes hein, avec ça, qui est plus effectivement autour du take care, donc prendre soin. Donc là, c'est vraiment travailler les ateliers autour de l'écoute, des émotions. Hem et puis aussi, de j'ai envie de dire, de l'engagement derrière
qui là du coup je m'adresse plus aux entreprises, hein, mais donc prendre soin de ses salariés, derrière les engager dans le travail qu'ils fournissent, et donc ça passe aussi par partager une vision. Donc ça, c'est plusieurs ateliers, et puis un autre atelier qui est vraiment là centré sur que nous allons développer, qui sera centré vraiment sur les relations en fait interpersonnelles. Qu'est-ce qui se joue entre deux personnes, après entre trois, quatre, cinq. Bien comprendre en fait, c'est développer l'empathie aussi. Mais ça passe d'abord par déjà comprendre soi-même ses émotions, comprendre que ça répond qu'une émotion répond à un besoin, et que après, pour satisfaire un besoin, et ben finalement, on a pas mal de cartes à jouer, et qu'en général, on n'est pas forcément dépendant de quelqu'un. On trouve les clés pour répondre indépendamment nous-mêmes à un besoin. Et ça nous permet après de s'ouvrir aux autres, et de prendre conscience aussi des émotions et des réactions de l'autre, et d'être beaucoup plus dans l'écoute. Et là, après, on arrive à rentrer, j'ai envie de dire, dans une interconnexion, et qui peut donner des choses, du coup, à la fin, fabuleuses, en termes d'idées, en termes de construction, de partage. Et là, c'est très riche. Il se crée des choses, en fait, entre les individus, parce qu'on prend le temps. En fait, on prend tout simplement le temps de se poser, d'échanger. Les personnes arrivent aussi à se déconnecter du quotidien, et vraiment à être dans l'instant présent. Et déjà, quand on arrive à faire ça, à mettre les personnes dans l'instant présent, déjà on libère chez elles un sacré flux d'énergie, et, et qui fait du bien. Et en fait, à la fin, elles nous produisent, quand on arrive j'ai envie de dire, au bout du bout, c'est-à-dire une fois qu'on a qu'on a bien retourné notre cerveau là dans tous les sens sur bien comprendre la cause du problème, et qu'on arrive à cette phase d'idéation, voire même on va plus loin dans l'idée, ce qu'on appelle le prototypage, et ça se termine souvent par une restitution qui est faite par les groupes. Et quand on laisse libre ça aux équipes, à leur dire, vous choisissez comme vous avez envie en fait de rendre compte de votre idée, de nous la présenter. Vous pouvez faire une chanson, vous pouvez faire une scène de théâtre, vous pouvez faire aussi un canevas sur le papier, c'est libre. Et là, quand on voit ce qu'ils sont en capacité en fait de nous fournir, et en plus sur un temps super court, parce qu'en général ils ont pas 1 heure pour préparer ça, et qu'ils arrivent effectivement avec une chanson, en inventant des instruments, des objets qu'ils ont là sous la main dans la salle, ou encore qu'ils nous font une super pièce de théâtre, et qu'on voit l'énergie qui dégage, et comment ils sont fiers aussi d'eux en fait. Ils sont fiers à la fois de l'idée du coup qu'ils ont trouvée, et aussi la manière dont ils en parlent. Et puis ils sont fiers de leur groupe, donc là on sent que quelque chose s'est passé entre eux. Et donc ça c'est énorme, parce que finalement c'est vrai qu'on dépense beaucoup d'énergie quand on fait de la facilitation envers les personnes, parce que ça nous oblige à être connectés à l'instant présent, et malgré tout ça on n'est pas habitué à ça, le cerveau n'est pas du tout habitué à ça. Et donc là, ils nous renvoient ça d'un seul coup, ils nous renvoient toute cette énergie qu'on leur a donnée pendant les 2 jours, et c'est très émouvant en fait. Est-ce que tu aurais une définition à donner à la facilitation? Hem, la facilitation, c'est réussir à mettre, j'ai envie de dire, en interaction en fait. C'est réussir à mettre le lien entre différents individus, différentes personnes qui tout simplement ont un objectif commun. C'est ça la facilitation. Parce qu'il suffit pas effectivement de juste mettre des personnes dans un même endroit. Il faut à un moment donné qu'il y ait ce lien qui se crée. Et donc tout l'art de la facilitation, c'est de mettre à l'aise, de laisser la place, et de donner cet environnement
J'aime bien cette notion Mmh. de refuge. C'est une des valeurs qu'on a choisies pour Composome, le respect d'ailleurs. Et parce que le respect, c'est ça, c'est créer un refuge en fait pour les individus dans lequel ils se sentent bien, où ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur que quelqu'un va leur dire un propos pas malvenu, voilà. Et donc la facilitation, c'est créer d'abord, avant tout, ces conditions-là. Une fois que les conditions sont réunies, bah là, tout simplement, on reste des êtres humains et on a besoin de contact et de rentrer en relation. Donc là, j'ai envie de dire, c'est quasi naturel en fait. Il y a plus grand-chose à faire. Après, il faut simplement s'assurer, garantir que les émotions bah, ne viennent pas à un moment donné submerger Mmh. une personne ou viennent à l'encontre d'une personne. Donc là, c'est une grande écoute et puis une intervention à petite touche, j'ai envie de dire, juste comme il faut, pour faire en sorte que on reste dans un dialogue constant et constructif. Mmh. Ça marche, toujours selon toi la facilitation quand tu, conçois le bon cadre pour accompagner un groupe ou tu as déjà vu, des voilà, des limites, des objectifs, non atteignables, par la facilitation? Ça marche toujours. J'ai envie de dire oui, en tout cas, il se produit tout le temps quelque chose. Après, on n'arrive pas tout le temps forcément, j'ai envie de dire, jusqu'à l'objectif aussi précis qu'on aurait voulu. Parce que, ben, c'est ça aussi, hein, la félicitation, on est dans l'inconnu, en fait. On ne sait pas au départ ce qui va sortir. Des fois, on a l'impression au départ, on a tous nos a priori et notamment, je vais utiliser le mot de commanditaire, c'est, la personne qui, à un moment donné, expose un problème et sur lequel elle aimerait trouver une solution et donc fait appel à l'ensemble de son écosystème pour travailler à cette solution. Heu et donc, bah, on a un certain nombre d'a priori parce qu'on ne peut pas s'empêcher, forcément à un moment donné de, même si on fait appel au groupe, d'avoir quand même une idée personnellement sur, qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas et voire même, on a aussi, des idées même, si on a déjà essayé plein de choses et que ça a pas marché, on reste assez, j'ai envie de dire obstiné parce que c'est notre route, et on a besoin justement d'autres personnes pour pouvoir sortir de notre chemin et en prendre un autre. Et sauf que du coup, bah, ces chemins-là, j'ai envie de dire, à côté, ben, forcément, ils se produisent le jour J. Donc bah, c'est une adaptation à un ajustement, des fois les participants finalement nous sortent complètement à côté donc bah, il faut y revenir mais ce qui fait que, dans notre timing et j'ai envie de dire, ben, on est obligé d'adapter et ça va nous prendre plus de temps que ce qu'on aurait, imaginé au départ. Donc voilà. Après, la limite que j'y vois moi à la facilitation, c'est quand elle est détournée et là effectivement ça ne peut pas marcher. Mmh. On utilise la facilitation quand on est prêt vraiment à lâcher prise et à faire confiance, heu, au groupe. Mmh. Si, on arrive, à un moment donné à chaque fois, dans les groupes et dans les équipes et qu'on n'est pas en capacité de les écouter et qu'on reste en fait, justement sur notre chemin bien à nous, bah, ça va pas fonctionner parce que tout de suite on va venir, presque, des fois même en maître d'école, hein, en leur disant, «Mais non, c'est pas ça». Bon, bah, voilà, il y a rien de tel que pour, stopper en fait, un dialogue et une conversation donc Quelle est ton ta petite baguette magique ou ton petit secret, made by Marjorie? le sourire. Ouais. Alors les personnes qui nous écoutent ne peuvent pas le voir, mais oui, Marjorie, tu as un très grand sourire, en effet. Donc ouais, le sourire. Le sourire, en fait, j'ai envie de dire finalement, la petite astuce que j'aurais à dire, c'est pas tant dans la méthode parce que les méthodes, il y en a plein et une fois qu'on j'ai envie de dire qu'on les utilise, avec, le bon esprit derrière, je pense pas qu'il y a à un moment donné une meilleure méthode qu'une autre qui va permettre d'arriver à l'exercice, et à la finalité du groupe, hein. Mais par contre, c'est l'accueil en fait. C'est les premières minutes. Les premières minutes quand, les personnes arrivent, la manière dont elles sont accueillies, quand elles passent, la porte, voilà. Et puis, l'environnement fait quand même malgré tout, l'environnement est aussi, très important. Si la personne elle rentre et que déjà tout de suite elle se sent bien, bah, j'ai envie de dire on a quasi déjà gagné les 2 jours là.
C'est pour ça que dans un atelier, que ça soit en présentiel ou en ligne, ce temps d'accueil, enfin, il faut vraiment l'anticiper, le prévoir et de prendre le temps de se connecter. Et ce que tu disais tout à l'heure et que j'aime beaucoup aussi, d'être dans la présence, pratique vraiment de l'attention avec soi et puis avec les autres. Oui, et notamment en distance, c'est encore plus difficile en distance parce qu'on n'a pas ce contact physique et les expressions sont moins faciles aussi à voir. Mais malgré tout, du coup, il faut le soigner différemment en distance, c'est qu'on va interpeller beaucoup plus, j'ai envie de dire, et donc effectivement avec son prénom, chaque personne. C'est important que chacune à chaque fois se sente inclus et qu'elle sente que on sait qu'elle est là, quoi. Mmh. Donc c'est pas forcément j'ai envie de dire laisser parler les personnes qui sont les plus aisées à ça, mais c'est aussi aller chercher celles qui s'expriment pas, parce que c'est pas qu'elles ne veulent pas, c'est qu'on est tous un peu différents et certaines personnes ont besoin de ça, et le fait déjà aussi d'aller les chercher, c'est de leur donner confiance, en fait. On s'était rencontrées, Marjorie, il y a quelques années quand on se formait, toutes les 2 et puis aussi avec, Florent, mon associé, auprès de Co-Design It, Ah oui. sur Paris. Donc ça fait pas mal d'années que tu es facilitatrice, tu travailles aussi en tant que facilitatrice, chez Pôle emploi. Est-ce que tu as vu une évolution de la facilitation au sein des entreprises, des besoins, des attentes, de l'appréciation des personnes, à vivre des ateliers collaboratifs? Oui, oui, il y a eu une belle évolution, enfin, maintenant, le métier, c'est clairement co-designé, je me souviens plus, ça fait bien 5 ans. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. L'air de rien, il y a 5 ans, enfin vraiment, le terme, était vraiment pas connu, j'ai envie de dire. Au jour d'aujourd'hui, il y a des livres, il y en a pas mal d'ailleurs, il y en a beaucoup de livres, ne serait-ce que déjà sur les méthodes. Le co-design, on en parle de plus en plus. Après, il y a le design de service qui a aussi qui est apparu. Donc, et puis, au-delà de facilitateur, j'ai envie de dire sur le métier en tant que tel, apparaît aussi dans le management cette notion de manager facilitant. Donc tout ça, c'est effectivement, ça fait évoluer et puis un besoin. Je pense que les générations certainement font ça aussi, mais pas que, hein, parce que, il y a pas d'âge en fait. On sent bien que quand on arrive, finalement quand on va vers les personnes et qu'on s'intéresse à leur avis, à ce qu'elles pensent, déjà, on se retrouve avec des personnes qui sont beaucoup plus, engagées et qui ont envie de travailler. En fait, je pense que, l'évolution se fait aussi par un besoin à un moment donné, de trouver de l'envie dans Mmh. son travail et je trouve qu'il est très, très présente par contre dans les générations qui sont derrière moi. Mais voilà, de la même façon, c'est aussi un goût qui est retrouvé, sur, des générations, plus anciennes. Mmh. Donc oui, non, il y a eu, une sacrée évolution, à ce niveau-là. Après, c'est pareil, les entreprises libérées aussi, qui se développent. Donc tout ça, c'est redonner à un moment donné, la voix, la parole à chacun et faire en sorte que, quel que soit son rang finalement, oui, on a tous une expérience. En dehors de notre boulot, quelque part, on vit tous la même chose, hein, quand même chez nous. Donc on est tous des êtres très responsables. Donc il y a pas de raison que, quand on arrive à l'entreprise, d'un coup on n'y soit plus et qu'on perde toute notre intelligence. Donc Tu sais que, dans les temps d'inclusion, nous, en ce moment, on utilise de plus en plus, des questions appréciatives, du type, voilà: «Qu'est-ce qui est source, d'optimisme pour vous? Qu'est-ce qui vous anime dans votre travail? Quels sont vos souhaits pour le futur?» On sent qu'on chamboule certaines personnes. Elles ont pas l'habitude qu'on les interroge sur, ce qu'elles aiment faire, sur voilà, leurs appétences, leurs souhaits, leurs envies, mais ça crée toujours un moment qui est fabuleux, en fait. Les personnes ont plaisir de réfléchir à ce qui leur donne envie d'avancer, en fait. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Marjorie, du manager facilitateur? Possible, pas possible? non, c'est possible. Après, ça demande
Non, c'est possible. En fait, j'ai même envie de dire finalement, enfin ça fait partie, beaucoup de comment on est, soi. Moi j'ai été manager, le mot facilitation à ce moment-là, il n'existait pas mais quand j'étais manager, facilitateur quoi. J'étais pas donc on fait aussi le management tel qu'on est, si on a ce goût, j'ai envie de dire, pour les autres, heu et qu'on a envie d'avoir, de prendre et puis, de travailler avec aussi, on sera ce type de manager donc bien sûr que c'est possible. Après, peut-être, d'autres et encore, je sais même pas s'il y a vraiment, des secteurs qui amènent parce que, manager facilitateur, ça veut pas dire non plus, ne pas prendre de décision, ça veut pas dire, manquer de rigueur, donc rien n'est opposable, tout peut se construire, en tout cas ça c'est mon avis, hein. Mmh. Tout peut se construire, ensemble et être décidé à un moment donné, à plusieurs, quoi. Ça pourrait s'apprendre j'aime bien ce que tu dis, le goût des autres? Ouais, je pense, ouais. Oui, je pense. Mais ça, je pense que ça passe par un travail sur soi. Mmh. Une fois qu'on a eu cette curiosité déjà de savoir, moi, comment je fonctionne hein, finalement et à quoi je réagis et pourquoi, quelles sont mes valeurs, par exemple. Très peu de personnes s'interrogent sur, quoi mes valeurs qui, à un moment donné, guident finalement, mes décisions et qui vont me permettre aussi de comprendre mes réactions, ou mes émotions. Donc et une fois que j'ai envie de dire qu'on se comprend mieux, du coup, je pense qu'on développe, naturellement cette envie de comprendre les autres. Parce qu'on n'est plus heurté à nos propres émotions, en fait, une fois qu'on arrive à les comprendre. C'est ça qui, à un moment donné, fait qu'on se retranche ou c'est parce que, soit on a peur, soit, du coup, ça nous amène de la tristesse ou de la colère. Heu, une fois qu'on sait gérer ça, ben, on arrive, à accepter, la parole de l'autre, Vous avez fait, cet exercice avec, tes cofondatrices de Composum sur, vos valeurs? Ce que vous aimeriez, incarner, en tant que fondatrice? oui. Tu peux nous les dévoiler en avant-première? On en a 4. C'est le respect, la responsabilité et l'optimisme et nous avons choisi aussi la fertilité. Comment La vous avez, fertilité ouais, qui comment vous avez convergé, vers ces 4 valeurs? Quelle est la méthode que vous avez suivie? bah, alors, l donc en fait, là-dessus, il existe, il y a plein de choses et notamment un jeu de cartes, qui est, sur les valeurs qui nous permet de réfléchir, alors ça, on l'a pas fait en tant que tel, toutes les 3, mais on est quand même partis, de différentes cartes, hein, des valeurs qu'on a regardées. Après, il y a des valeurs très fortes, sur lesquelles on savait qu'on passerait pas à côté, hein, qui étaient, le respect et la responsabilité parce que c'est aussi, toute notre ambition et notre vision pour Composum donc ça allait de pair. La fertilité est beaucoup moins courante et donc celle-là quand on l'a vue en tant que valeur, déjà, elle nous a interrogées, elle nous a surprises. Donc on s'est dit: «Ah tiens, c'est rigolo ça, la fertilité». Et derrière, on s'est dit: mais oui, en fait, parce que la fertilité, c'est, la patience, c'est, faire grandir et faire développer et puis, bah, après, on est aussi, ça avait beaucoup de sens dans le sens où, on est 3 femmes, donc ça allait bien aussi pour, donner un petit clin d'œil. Qu'est-ce qu'on pourrait, vous souhaiter avec, Composum pour les semaines, les mois à venir? J'ai envie de dire qu'on continue avec, toute, l'énergie, qu'on y met là chaque semaine, ensemble à continuer. On a encore beaucoup de travail. Et puis surtout, vivement, qu'on puisse, sortir et se retrouver et travailler ensemble en physique puisque, ça reste, quand même, un peu incontournable. Mmh. Vous cherchez à viser, quelles personnes? Est-ce que ça va être, bah, les citoyens, les grandes entreprises, les associations, les jeunes, les moins jeunes? C'est vrai que moi j'ai une sensibilité très forte vis-à-vis, des associations, tout ce qui touche,
la violence des femmes, notamment par exemple, et mais la violence en général en fait. La violence auprès des enfants aussi, me touche énormément, même à son, j'ai envie de dire, à son niveau le plus minime, hein, ne serait-ce que dans la parole. Donc travailler effectivement dans ces milieux associatifs, sur des publics, j'ai envie de dire, qui à un moment donné ont vécu une souffrance, ça c'est, je l'ai à cœur, et donc également, mais même à l'école primaire, hein, si, voilà, si on pouvait intervenir dans les écoles, ouais, ça serait pour moi une grande joie. Et puis après également, auprès des étudiants, parce que, se développe, et ça c'est génial, mais déjà à l'école primaire maintenant, ça, là aussi, il y a eu beaucoup d'évolution. Dans le milieu scolaire, on développe énormément, de plus en plus en fait, c'est ce travail ensemble, en groupe projet. Et sauf que, on oublie peut-être que, à un moment donné, un groupe de personnes, si elle veut bien fonctionner ensemble et aboutir à son projet à la fin, et justement sans qu'il y ait de «crise» entre guillemets entre 2, ou dans un projet où c'est toujours la même personne qui souvent fait beaucoup et les autres suivent. Donc pour que ça fonctionne bien, il y aurait un petit préliminaire, j'ai envie de dire, avant. C'est de s'interroger justement sur, ses valeurs. C'est quoi nos valeurs à chacun individuellement, et quelles sont les valeurs qu'on a envie, d'avoir ensemble, pour travailler ensemble, et comment on a envie de fonctionner ensemble. Déjà mettre ça à plat, et ça c'est aussi valable dans tout, gros projet également en entreprise, hein. Donc voilà, ça c'est le premier pan, j'ai envie de dire une des premières briques, et après, qui j'aimerais toucher? J'ai envie de dire, j'aimerais toucher, ceux qui, au jour d'aujourd'hui ont une empreinte, environnementale, la plus importante. Super intéressant de t'entendre et de voir l'évolution de Composum. Ça m'émeut toujours beaucoup d'entendre l'enthousiasme de l'entrepreneuriat, d'entreprendre un rêve, un projet. Et j'avais une dernière question pour toi, Marjorie. Donc, ça fait pas mal d'années que t'es facilitatrice. Tu disais que on peut trouver plein de choses sur des méthodes, des techniques pour faciliter. Est-ce que toi, tu aurais quelques conseils en termes de livres, peut-être de podcasts, de webinars, quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'aventure de la facilitation, quelle proposition tu pourrais lui faire? Alors il y a un livre que j'aime beaucoup, hein, mais du coup qui concerne pas la facilitation, c'est justement celui que je disais tout à l'heure, de Mathieu Dardaillon, qui est Vous pouvez changer le monde, qui permet déjà de s'interroger qu'est-ce qu'on a envie de faire, finalement, c'est quoi notre finalité de vie, qu'est-ce qu'on a envie de laisser derrière nous après qu'on sera plus là. Et après la facilitation pour moi, c'est un outil à tout ça. Par contre, qui est un livre, hein, qui éclaire bien, je trouve, sur les différents rôles, justement, qui fait bien la différence entre c'est quoi un facilitateur, c'est quoi un coach, c'est quoi un formateur, quelle est la différence dans tout ça. Je citerai le livre de Jean-Philippe Poupart, La facilitation, voilà. Eh ben, merci beaucoup Marjorie, pour ce beau temps d'échange de fin d'après-midi. Mais je t'en prie, c'était un grand, grand plaisir. Et puis à très bientôt. Ah oui, oui, j'espère bien, oui. Tu sais combien je vous adore. Depuis l'enregistrement de cet épisode, Marjorie continue de développer son entreprise Composum et d'animer de nombreuses rencontres collaboratives. Alors n'hésitez pas un instant à aller regarder son site internet ou bien aller la contacter directement sur LinkedIn. Vous y trouverez aussi de nombreuses bafouilles inspirantes. Merci pour votre écoute et à bientôt sur La Foule.